On commémore aujourd'hui les 101 ans de l'armistice de 1918. La tombe du soldat inconnu, inhumé il y a 99 ans aujourd'hui, sera bien sûr fleurie par le président de la République et les corps constitués. Il y a un siècle, une France exsangue, puisqu'elle avait perdu près d'1,4 million de ses enfants et avait eu 4,2 millions de blessés, que ces régions du Nord et de l'Est étaient rayées de la carte, était le grand vainqueur du conflit. Une des principales causes de ce conflit, l'annexion de l'Alsace-Moselle en 1871, allait d'ailleurs se solder par le retour à la France dans le traité de Versailles, qui sera, lui, une des principales causes du second conflit mondial. Un second conflit mondial où la France fera partie du camp des vainqueurs, mais ne sera pas parmi les vainqueurs puisqu'elle ne sera ni à Yalta ni à Potsdam. Les guerres d'Indochine et d'Algérie se solderont par un désastre militaire dans le premier cas, une défaite politique à défaut d'être militaire dans le second. C'est pourquoi on se pose cette question ce matin sur Sud Radio. 11 novembre, commémore-t-on la dernière victoire de l'armée française. Avec nous pour en débattre, Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et historien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Christine Guimonet, prof d'histoire géo au lycée Pissarro à Pontoise, rédactrice en chef adjointe de la revue Historiens et Géographes et secrétaire générale de l'association des professeurs d'histoire et de géographie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Galanterie oblige, on va commencer avec vous, Christine Guimonet. Peut-on parler de victoire quand on voit le bilan de 14-18 ? Démographiquement, la France a été saignée à blanc et nos plus grandes régions industrielles ont été détruites. On peut parler de victoire militaire, certes, mais moi qui enseigne l'histoire-géographie à des classes de lycée, après l'avoir fait à des classes de collège, et qui ai vécu pendant plus de 25 ans dans l'Aisne, un territoire qui est marqué par la Grande Guerre. Qui a le chemin des dames en particulier. Ouais, qui a un grand-père poilu. C'est une défaite démographique, ça c'est certain. Et je crois que ce qui est primordial, c'est de faire comprendre à nos élèves à quel point les guerres sont profondément destructrices pour nos sociétés, qu'elle les ravage en profondeur, et que le rôle de l'histoire, c'est de se pencher sur le passé pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants, et que finalement, moins les sociétés sont en guerre, mieux elles se portent. Michel Goya, est-ce qu'on peut considérer que c'est une victoire vu le bilan humain et matériel ? Oui, c'est une victoire, bien sûr. Une guerre, c'est un affrontement politique. Cet affrontement, nous l'avons gagné. Alors, un prix terrible, effectivement. On peut parler de victoire un peu à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire extrêmement coûteuse et qui va profondément aussi meurtrir la société française et la transformer même très, très largement. Mais oui, bien sûr que c'est une victoire. Alors justement, le bilan humain a été terrible. Aurait-on pu épargner des milliers de vies ? On pense en particulier à l'absurdité du pantalon Garance, le pantalon rouge en début de guerre, ou des offensives inutiles qui a coûté la vie à des milliers d'hommes. Est-ce que ces sacrifices, je vous pose à vous la question Michel Goya, ont changé la formation des officiers dans l'armée française pour safety first, comme disent les soldats américains, la sécurité en premier pour leurs hommes ? Oui, bien sûr, mais alors, faut quand même dire que c'était le cas déjà pendant la Première Guerre mondiale. La guerre est extraordinairement meurtrière dans le début du conflit. Essentiellement, la moitié des soldats français qui sont tués avant novembre 1915. Et donc la guerre se transforme. Au passage, d'ailleurs, les officiers, les généraux aussi payent très largement ce prix. Donc il y a une transformation de l'armée française au cours de ce conflit, incontestablement. Celle de 1918 n'a plus rien à voir avec celle de 1914. Christine Guimonet, vous êtes d'accord avec ça ? Le mode de raisonnement a changé à cause de cette guerre dans les armées ? Oui, je pense. Moi, je ne suis pas spécialiste des armées, mais lorsque j'allais avec des élèves sur le chemin des dames, puisque notre lycée, lorsque j'habitais dans l'Aisne, se trouvait à une quinzaine de kilomètres. Lorsqu'on est sur la crête, là où se trouve le musée de la caverne du Dragon, et qu'on voit effectivement la vallée en contrebas, les mitrailleuses allemandes qui sont sur la crête et les soldats français qui grimpent à l'assaut, c'est de là que sont parties les mutineries de 17 d'ailleurs. On se rend mieux compte à quel point les soldats français se faisaient tirer dessus comme des lapins, et à quel point des erreurs stratégiques pour prendre une position, ce que les militaires ne considéraient pas eux comme des erreurs, mais pouvaient marquer durablement des soldats qui étaient extrêmement courageux et qui montaient au feu comme ça, avec un état d'esprit que les élèves peuvent avoir du mal à envisager aujourd'hui. On ne pourrait pas imaginer des sacrifices pour son pays tels aujourd'hui. Si le pays était véritablement menacé, envahi, peut-être, bien sûr. Maintenant, oui, ce n'est pas le cas, bien heureusement.
Mais les choses peuvent changer très vite. Les contextes, l'approche, ça peut changer extrêmement vite. Vous êtes d'accord avec ça? On pourrait faire de tels sacrifices aujourd'hui? On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je vais vous confier une anecdote très personnelle. J'enseigne l'histoire et lorsque je me suis retrouvée dans l'Aisne, j'étais sur les lieux, le théâtre de la Grande Guerre. Là où mon propre grand-père, qui est mort quand j'avais 8-9 ans, avait combattu. Et à l'époque, les traces de la guerre chez mes grands-parents étaient très présentes. Et aujourd'hui, on a des élèves qui n'ont plus de connexion familiale directe avec la guerre. Parce que quand on est dans les années 60, moi j'ai connu mon grand-père qui avait fait la guerre de 14, mais mes enfants l'ont pas connu, par exemple. Voilà, et donc lorsqu'on travaille sur la guerre avec des élèves, il faut en fait faire aussi un petit peu de généalogie pour arriver à les reconnecter à ce passé qui est derrière eux là depuis 100 ans. Donc, où est-ce que je me place dans ma généalogie? Où sont mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents? Qui dans la famille a pu être poilu? Qui a pu vivre dans un territoire qui est ravagé par la guerre? Et mon grand-père a eu 20 ans à la fin de la bataille de Verdun. 1916. Voilà, et on m'a raconté dans la famille qu'il s'était engagé très tôt. Il avait 16 ans. Et la question qu'à l'époque, j'aurais aimé lui poser, mais j'étais trop petite... Pépé, pourquoi est-ce que tu t'es engagé si tôt pour aller faire la guerre alors que là il a l'âge des élèves que j'ai en première? Oui. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Vous êtes bien sur Sud Radio, 9h28. On ira au 0826 300 300 dans quelques instants. Le sondage du Grand Matin, 11 novembre, commémore-t-on la dernière victoire de l'armée française? Vous êtes 60% à dire non sur Twitter. Et ça suit sur Facebook, 59% à dire non. On continue ce débat passionnant dans quelques instants. Retour sur l'enquête de la matinée 11 novembre, commémore-t-on la dernière victoire de l'armée française? Et pour le moment, je le rappelle, vous êtes 60% à dire non. Ah ben non, ça vient de rebouger. 58% pardon sur l'un et 59% sur l'autre, ça bouge mais de très très peu entre Facebook et Twitter. On en débat avec Christine Guimonet, professeure d'histoire géo au lycée Pissarro à Pontoise, rédactrice en chef adjointe de la revue Historiens et Géographes et secrétaire générale de l'association des profs d'histoire géo, et Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et historien. On va au 0826 300 300. Yves nous appelle de Toulouse. Bonjour Yves. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour toute l'équipe. Alors vous commémorez, pour vous c'est notre dernière grande victoire, 14-18 ? Attendez. Par rapport à la question que vous posez, qui est très simple mais très explicite, est-ce la dernière victoire de l'armée française? Oui. Ben, évidemment que non. Évidemment que non. Parce que ce n'est pas l'armée française qui a gagné 14-18, ce sont la population française. Si vous faites le ratio entre les militaires de carrière, ceux qui se sont engagés, c'est à peine 10% des combattants. Donc, si ce sont ceux qui ont été tous les paysans, et dans ma famille, il y a à peu près 10 personnes, dans les grands-pères, les oncles qui ont fait la guerre, jamais ils avaient été engagés, et il y a eu toutes les sortes. Des personnes qui sont mortes, d'autres qui, une fois qu'ils étaient en permission, vu les atrocités, ne sont pas revenus, et après, à la fin de la guerre, ont été condamnés à 20 ans de prison. Un autre grand-père qui avait fait la guerre, qui pour eux, c'était tellement atroce qu'il a demandé d'aller au Dardanelles, mais le pauvre, ça a duré encore plus longtemps. Ça a été pire, mais c'était des paysans qui ne s'étaient jamais engagés avant, et quand on les a appelés, ils sont allés. Mais ce n'est pas l'armée, L'armée, ce sont, comme disait madame, ceux qui se sont engagés à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais voilà, et ceux qui étaient de l'armée de métier. L'armée de métier, vous pouvez faire le ratio des gens qui sont morts de l'armée de métier, c'est très très peu. Donc jamais, quand on dit l'armée, c'est l'armée de métier. Si vous me dites la France, vous diriez oui. Mais pas l'armée de métier, pas l'armée. Pour moi, l'armée, c'est l'armée de métier. Non, l'armée de métier n'a jamais gagné 14-18, jamais, évidemment. Merci beaucoup Yves de Toulouse. On sent le témoignage passionné. Cette guerre, elle nous marque encore plus d'un siècle après sa fin. Michel Goya, c'est vrai que, comme le disait Yves, 80% de la France, c'était un pays très rural à l'époque, 90% même des gamins, on peut dire des gamins qui sont fait tuer, étaient des cultivateurs. Des paysans. Oui, alors, là, votre auditeur a raison, ce sont pas les armées qui font les guerres, ce sont les nations, dans tous les cas de figure. Et puis accessoirement, les militaires, y compris les militaires de carrière, ce sont des enfants de la nation aussi, ils font partie de la nation. Donc là où je ne suis pas d'accord du tout, c'est de dire que d'abord les militaires de carrière, comme vous dites, à cette époque, tout homme
étaient soldats, en réalité. La conscription était de 3 ans. Oui, à la fin, juste avant la guerre, elle était passée à 3 ans, effectivement. Mais tout homme adulte était soldat d'active ou soldat de réserve. Mais c'était c'était le principe que tout citoyen devait défendre la patrie. Donc, à cette époque, il n'y avait pas de distinction. Au passage, je rappelle que le métier le plus dangereux de la Première Guerre mondiale, c'était officier d'infanterie. Un officier d'infanterie active ou de réserve sur 4 a été tué dans ce conflit. 30 généraux ont été tués. Le général de Castelnau a perdu 3 de ses fils dans la guerre. Donc non, il ne faut pas distinguer l'armée de la nation. L'armée, c'est la nation. Et Christine Guimaunet, qu'est-ce que vous voulez répondre à Yves de Toulouse? On sent beaucoup d'émotions un siècle après cette guerre. C'est quand même touchant. Oui, bien sûr. Et je pense que ce qui est le plus frappant lorsqu'on se promène dans les villages, moi qui suis née à pas très loin de Toulouse, là, à Montauban, oui. Donc c'est un accent là, que je reconnais bien. Que vous reconnaissez bien, oui, Toulouse-Montauban, il y a 40 km. Voilà, lorsqu'on se promène dans les villages et qu'on regarde les monuments aux morts, effectivement, c'est frappant. Quand vous avez un village de 500 habitants et que pour les batailles de la Première Guerre mondiale, vous avez une cinquantaine de morts, ça fait 50 garçons, et on voit régulièrement sur la plaque ou les mêmes noms qui reviennent. Donc ça veut dire que dans une famille, par exemple, il y avait eu 2, 3, 4 tués. Voilà, c'est ça. Donc là, les familles sont vraiment marquées dans leur chair, et il y a beaucoup d'études nouvelles là qu'on peut faire pour travailler sur la guerre avec les élèves, justement travailler sur ces monuments et les emmener sur le théâtre des combats, et les promenades dans les cimetières militaires sont très éclairantes. Ils voient à quel point on a des jeunes qui viennent des soldats qui viennent de partout, puisqu'il y a souvent leur lieu de naissance, des gens qui sont fauchés en pleine jeunesse, des soldats qui viennent de toute l'Europe. Et puis, même du monde entier, avec les tirailleurs indochinois, les tabors marocains, les tirailleurs sénégalais, etc. Des colonies, les cimetières de laine en sont pleins. Et puis on le voit avec les différentes formes de plaques. Absolument. Donc là, on fait de l'histoire qui est concrète. Et ça parle davantage aux élèves. Mais on va aller un peu plus loin dans l'histoire. Finalement, c'est une grande victoire pour la France il y a un siècle, 101 ans, qui lui génère un prestige mondial, et y compris à la langue française, rarement égalé. Et ça se termine avec le traité de Versailles, qui va conduire à la Seconde Guerre mondiale, comme le traité de Francfort avait conduit à la première en annexant l'Alsace-Moselle, Michel Goya. Oui, alors ça peut se discuter, savoir sur les origines de la Seconde Guerre mondiale et tout mettre sur le traité de Versailles. Jacques Bainville, qui était un historien classé à droite, écrivait dès 1920 que le traité de Versailles allait conduire à la guerre, qu'un dictateur allait arriver au pouvoir en Allemagne. Il était visionnaire. Oui, bien sûr, mais c'était c'était pas si évident que ça. Vous savez, début des années 30, il y a un processus de normalisation des relations avec l'Allemagne. Avec Stresemann et Briand, qui sont prix Nobel de la paix. Exactement. L'Allemagne rentre dans la Société des Nations. Donc ce qui fait vraiment basculer les choses, c'est l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Là, on rentre, le contexte change radicalement. Mais on notera qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même cette idée chez les vainqueurs de ne pas refaire 1918, c'est-à-dire d'écraser l'Allemagne, en réalité. C'est-à-dire que là, ne plus laisser aucune possibilité et aucune interprétation sur le coup de poignard dans le dos, Non, il fallait écraser l'Allemagne. C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale pour l'Allemagne était beaucoup plus dure que la fin de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Guimaunet ? La même chose. Pour vous, c'est pas le traité de Versailles qui est la cause de la Seconde Guerre mondiale ? Le traité de Versailles, c'est une des composantes. Après, entre le moment où le traité est signé et puis le moment où la Seconde Guerre est déclenchée, il s'écoule 20 ans, une génération. Et en fait, aujourd'hui, on travaille sur la Seconde Guerre mondiale de manière beaucoup plus globale, moins européano-centrée, on va dire. Et on sait très bien que, en fait, le démarrage du conflit se produit en Asie avec l'invasion de la Chine en 1937. Les attaques du Japon, ça commence par la Mandchourie. La Mandchourie, le Mandchoukou, etc. Qu'en Europe, la guerre d'Espagne est un prélude tragique à ce qui va se passer après. Et il faut bien comprendre, quand on fait de l'histoire, que les guerres ont des causes. Oui. Des causes profondes, des causes politiques, économiques, militaires, territoriales. Et que la guerre, c'est pas uniquement des opérations militaires.
Mais alors justement, et pour travailler là-dessus, ce qui est important, c'est d'avoir du temps pour que ça prenne du sens pour les élèves. Pourquoi fait-on la guerre? Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Quelles traces est-ce que ça laisse? Mais alors justement, commémore-t-on la dernière victoire de l'armée française? Quand on voit la Seconde Guerre mondiale, je vais citer Alain Decaux qui disait que mai-juin 40, c'était la plus grande défaite de notre histoire. Est-ce que la France, Michel Goya, fait partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, sachant qu'elle avait un secteur d'occupation en Allemagne et à Berlin, mais qu'elle n'était ni à Yalta, ni à Potsdam? Oui, la France fait partie des vainqueurs. La France fait partie des signataires de l'acte de capitulation de l'Allemagne, incontestablement. On a une armée française qui est en Allemagne, il ne faut quand même pas l'oublier. La première armée de Lattre, elle est en Allemagne. Donc oui, on fait partie des vainqueurs. Est-ce qu'on fait partie des puissants? Ça, c'est autre chose, c'est complètement différent. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Christine Guibonnet? Oui, ce sont deux choses différentes. Et en fait, quand on fait de l'histoire, moi je me rappelle d'un ancien de la 2e DB lors d'un colloque qui m'avait demandé avec une sorte il était pris au triple, mais combien de temps est-ce que vous passez sur le serment de Koufra? Oui. Et en fait, on voit le décalage qu'il y a entre des éléments de la vie des témoins de cette guerre qui ont vécu quelque chose qui est absolument crucial pour eux, et le décalage de ce que nous, on a les moyens de faire dans notre enseignement de l'histoire. J'avais du mal à lui dire que le serment de Koufra, je ne pouvais pas y passer... C'était Leclerc. Je ne pouvais pas y passer 2 heures. C'est sûr. Quand les troupes de Leclerc, 2e DB, battent les Italiens au fort de Koufra dans les combats en Afrique du Nord. Direction le 0826 300 300, nous avons René de Vabre. Bonjour René. Oui, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Eh oui. Alors voilà, je voulais parler de mon grand-père. Moi, oui, j'ai 84 ans, mais j'ai un grand-père qui est mort des suites de la guerre de 14. Parce qu'il y a ceux qui ont vécu la guerre, puis il y a ceux qui ont survécu à la guerre. Et mon grand-père fait partie des gens qui ont survécu à la guerre de 14. Il a été gazé dans les tranchées et il est mort quelques années après. Eh bien, en tant que veuve de guerre, finalement, ma grand-mère n'a jamais touché un centime. Et pourtant, mon grand-père, d'origine, est belge. Mais il est mort pour la France, quand même. Hein. Oui. Eh bien, on l'a oublié complètement, vous voyez. Ma grand-mère est retournée à l'usine bosser et tout, parce que ça, c'est la France de cette époque-là aussi, vous voyez. Ça n'a pas changé. Merci beaucoup, René. On va faire réagir nos invités. Est-ce que la France, Michel Goya, n'a pas été un peu ingrate avec ses anciens combattants? Je crois pas. Honnêtement, je pense qu'il y a eu une volonté, après la Première Guerre mondiale, de reconnaissance très forte des sacrifices, des vivances, et les monuments aux morts que l'on connaît, c'est une loi qui impose de créer un monument aux morts dans chaque commune française pour honorer les victimes. Il y a un effort considérable dans une France qui est quand même ruinée, qui est un effort considérable quand même pour indemniser, pour offrir des pensions, pour s'occuper des anciens militaires, pour la démobilisation des anciens militaires. Mieux que ce ne sera après la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Ce sera beaucoup plus difficile, en réalité. Hein. Ça, c'est vrai. Christine Guibonnet, est-ce qu'on a été ingrat avec nos poilus? Je ne pense pas non plus, mais le nombre en fait de morts, de blessés, de mutilés, d'orphelins, de veuves, ça vous montre à quel point la guerre laisse des traces. Au milieu des années 30, après on a une classe creuse, hein, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la saignée démographique. Et ce que dit votre auditeur, c'est intéressant aussi, parce qu'en fait, on a oublié qu'à l'époque de la guerre, la première population étrangère en France numériquement, c'était les Belges. Oui, absolument. Les Belges dans le nord de la France notamment qui venaient dans les mines. Merci beaucoup Christine Guibonnet, professeure d'histoire géo au lycée Pissarro à Pontoise, rédactrice en chef adjointe de la revue Historien et Géographe et secrétaire générale de l'association des profs d'histoire géo. Merci beaucoup Michel Goya, mon colonel, ancien colonel des troupes de marine et historien. Dans quelques instants, on va parler géopolitique, l'hégémonie contestée. Puis c'est Bertrand Badi qui a écrit ce livre-là. Il est prof de géopolitique notamment et c'est édité aux éditions Odile Jacob. Restez bien avec nous sur Sud Radio.